Pour sa troisième saison, Carrefour Kamouraska met en lumière des employeurs de la région qui font du Kamouraska un employeur de choix. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Bonjour et bienvenue à Carrefour Kamouraska. Par 100 000 habitants, le nombre d'établissements culturels au Kamouraska et au Bas-Saint-Laurent est largement supérieur que ce qu'on retrouve au Québec. On a donc choisi aujourd'hui pour Carrefour Kamouraska de vous brosser le tableau de deux employeurs du Kamouraska au niveau culturel. Et on débute aujourd'hui avec le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Je reçois son directeur général, M. Luc Saint-Amand. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tout d'abord, M. Saint-Amand, vous êtes directeur général du musée. Quels sont les intérêts qu'on doit avoir quand on est une personne intéressée par ce type de direction d'établissement? C'est quand même un long cheminement, généralement. Moi, j'ai un cheminement un peu atypique, pour la plupart des institutions qui sont plus du niveau histoire ou ethnologie. Généralement, les gens vont avoir fait un baccalauréat soit en histoire, soit en ethnologie. Ensuite, ce qui est préférable, c'est de faire des études en muséologie, justement, pour pouvoir se donner les bases au niveau de la conservation, de l'animation, de la mise en exposition, donc des éléments comme ça qui sont, dans le fond, nos principaux projets. Et donc, pour avoir donc un intérêt, ça peut être envers les arts aussi, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de musées d'art. Donc, c'est un intérêt spécifique qui, généralement, va nous amener vers la muséologie. C'est un intérêt spécifique, mais ça couvre quand même largement là, au niveau d'un musée. Là. Oui, puis de plus en plus, les institutions muséales sont multidisciplinaires aussi. Si je prends notre exemple, dans le fond, Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, on peut parler évidemment d'histoire, mais on peut parler aussi de sciences. Cet été, une de nos expositions s'intitule « La science à bon goût », donc la science par rapport à la conservation des aliments. Ça peut évidemment être de l'art aussi, comme l'été dernier où on avait l'exposition l'Expo Café, où un artiste utilisait le café comme médium. Donc, on peut s'en aller un peu dans tous les sens, donc il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert aussi en même temps, puis beaucoup de curiosité pour pouvoir aller chercher l'information qu'on va ensuite livrer là, aux visiteurs. Et vous, Luc Saint-Amand, qu'est-ce qui vous a attiré au niveau de la muséologie? C'est un hasard. Ah, il n'y a pas de hasard. Donc, en fait, moi, je m'en allais pour l'enseignement au niveau collégial, mais début des années 90, c'était très bouché comme milieu, finalement. Il n'y avait pas vraiment de débouché possible. En cherchant quelque chose, je suis tombé sur le musée du Bas-Saint-Laurent. J'étais à Rivière-du-Loup. Mon épouse est enseignante et avait un contrat à Rivière-du-Loup. Donc, j'ai commencé à faire de l'animation comme ça par hasard. On est retourné à Québec. J'avais de l'expérience dans un musée. Je me suis réessayé et de fil en aiguille, dans le fond, la directrice au Musée des Ursulines m'avait suggéré d'aller faire mon diplôme en muséologie, ce que j'ai fait. Et après avoir complété, bien là, j'ai pu commencer à faire un travail de type professionnel, dans le fond, là, au Musée régional de Rimouski, puis vers le Kamouraska ensuite. Et c'était important pour vous, justement, l'aspect de travailler en équipe au niveau de la culture. Par exemple, au Kamouraska, il y a eu la création du collectif. Parlez-nous un peu de cette importance-là que ça revêt pour vous. Bien, souvent, nos institutions sont petites, donc on n'a pas les mêmes besoins que ce qu'on peut retrouver parfois par nos grands réseaux. Donc, pouvoir échanger, pouvoir savoir ce que les autres font, pour pouvoir aussi partager, faire des projets collectivement également. Donc, ça, c'est important. Le réseautage, de toute façon, est très important dans l'ensemble aussi, parce que je parlais des réseaux, la Société des musées du Québec, le musée est membre aussi. On réalise parfois des expositions avec des partenaires de d'autres régions ou des projets de d'autres régions. On a réalisé, qui va arriver à l'automne prochain, l'exposition Maudite Boisson avec le Musée des religions du monde de Nicolette. L'année dernière, on avait l'exposition de l'étable au musée du musée de Charlevoix, à laquelle on avait collaboré également. Donc, on partage souvent, donc on partage à l'interne de la région, donc au Kamouraska, mais aussi avec des partenaires d'un peu partout pour
s'assembler ensemble. On est plus fort, dans le fond, donc ça nous permet d'aller un peu plus loin puis de réaliser des choses que parfois, tout seul dans notre petit coin, on ne pourrait pas réaliser. Oui, effectivement. Et vous parliez tout à l'heure d'être membre de certains musées, au musée de l'agriculture et de l'alimentation. Évidemment, on peut être appelé à devenir membre, mais c'est même très important. Oui, bien, les membres sont importants. C'est notre base, dans le fond. Il faut savoir que la plupart de ces organismes-là reposent sur du membership, justement, sont sur des gens qui ont la volonté que cette institution-là demeure, que cette institution-là puisse progresser. C'est ce qui fait en sorte que le musée a pu avancer dans les dernières années aussi. Il faut savoir que généralement, nos administrateurs proviennent des membres aussi du musée. Donc, les membres, on essaie de leur redonner des petits cadeaux de temps en temps, que ce soit une activité ou à tout le moins des exclusivités au niveau des informations, parfois des rabais pour certaines activités. Puis en contrepartie, bien, certains nous redonnent aussi beaucoup en étant bénévoles, que ce soit ponctuellement pour une activité ou que ce soit même régulièrement. J'ai des gens là, qui viennent toutes les semaines, sont au musée pour réaliser certaines activités qui nous permettent, nous, de progresser aussi. Donc, les membres peuvent faire une différence à l'intérieur du musée. Oui. Alors, M. Saint-Amand, nous sommes rendus à la portion de l'émission où nous faisons une entrevue inversée. Donc, voici ma première question. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre d'aller travailler au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation? Malheureusement, ce n'est pas le salaire, mais ça pourrait très bien être le bon esprit d'équipe, l'intérêt, la collaboration de tout le monde, la passion aussi. Je pense que de toute façon, travailler dans les musées, ça prend de la passion. Il faut être passionné par le sujet, par l'interprétation ou la diffusion, donc pour permettre en ce que les gens puissent en apprendre davantage. C'est un de nos rôles, donc, et l'intérêt pour le patrimoine. Mais vous savez, moi, le salaire, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est beaucoup le milieu de vie, l'encadrement et le milieu de travail, en fait. Et dites-moi justement, quelle est votre plus grande force à ce propos? On a un très bon esprit d'équipe, comme je le mentionnais tantôt. On travaille vraiment collectivement, dans le plaisir généralement aussi. De toute façon, une des beautés de la chose de travailler dans un musée, les gens qui viennent nous voir sont en détente. Donc, sont là pour avoir du plaisir, sont là pour, oui, apprendre, mais pas dans une situation de stress, comme à l'école, par exemple, où là, il faut que tu réalises de la performance à réaliser ensuite. Donc, généralement, les gens qui viennent nous voir bien, sont de bonne humeur, sont prêts à échanger, sont intéressés à en apprendre davantage aussi. Donc, c'est toujours très agréable d'accueillir ces gens-là puis de discuter avec eux autres. Et est-ce qu'il y aura un peu de divertissement pour moi en dehors du travail? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? De temps en temps, on va avoir quelques activités en groupe, mais le travail en tant que tel est souvent très agréable et divertissant, que ce soit pour monter une exposition où c'est un peu comme un jeu dans le fond, et sans compter que des fois on peut essayer les jeux à l'intérieur de l'exposition également. On peut également créer ces choses-là parce que certaines des expositions, on les emprunte à des partenaires, mais d'autres sont réalisées à l'interne, donc il faut concevoir tout ça. Donc, ça veut dire aussi concevoir des éléments un peu plus ludiques pour que nos visiteurs puissent avoir du plaisir lors de leur visite, justement. Bien alors, M. Saint-Amand, merci beaucoup. Je vous engage. Ah bien, merci. Et si à la maison, vous désirez faire comme moi, je vous invite à aller visionner la prochaine capsule qui vous en dit davantage sur le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation qui fait du Kamouraska un employeur de choix. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation est une institution muséale fondée en 1974. Dans les dernières années, son nom, sa mission ont été revus. Maintenant, la mission est de consigner, valoriser, diffuser les savoirs et les pratiques reliés à l'agriculture et à l'alimentation dans le but d'informer et de débattre dans une perspective citoyenne et contemporaine. Le musée est un organisme à but non lucratif, avec un conseil d'administration composé de 7 membres, issus de différents horizons, principalement reliés à l'agriculture, à l'alimentation ou au territoire.
L'équipe du musée est composée d'une dizaine de personnes dans le maximum au niveau des employés. On compte 7 réguliers, outre la direction générale, moi-même. On retrouve également une responsable des activités culturelles et éducatives qui s'occupe des différentes activités merveilleuses que le musée vous offre tout au long de l'année. Une responsable de l'accueil et la boutique qui vous accueille avec le sourire. Un responsable du soutien technique qui nous permet justement de vous accueillir en faisant les montages, les démontages, l'entretien également du bâtiment. Ensuite de ça, on retrouve les gens de l'équipe des archives de la Côte-du-Sud et du Collège de Sainte-Anne qui sont désormais membres à part entière du musée, que ce soit le directeur des archives, mais également son archiviste et son généalogiste, qui est également notre responsable des communications. Pour nous aider, on retrouve également une équipe de bénévoles qui, selon leur disponibilité, leurs intérêts, vont pouvoir réaliser différentes tâches, différentes missions, que ce soit pour nous aider au niveau de la conservation, encore là, faire du catalogage, que ce soit pour faire du montage d'expositions, que ce soit pour la réalisation d'expositions ou même encore pour faire de l'accueil ou de l'animation lors d'activités ponctuelles ou pour des événements réguliers. Il ne faut pas oublier notre personnel étudiant, composé de 3 à 4 jeunes à chaque été. Donc, c'est un apport important à la réalisation de nos activités et de notre mission. Les activités du musée peuvent se regrouper à l'intérieur de 4 grands champs d'action. Le premier, les expositions. On trouve ensuite les activités, la conservation et pour finir, les archives. Sur le plan des expositions, le musée va présenter des expositions permanentes, c'est-à-dire qu'elles sont là pour de longues périodes, mais également des expositions temporaires qui parfois sont itinérantes. Temporaires, courte période de temps de 3 mois jusqu'à 1 an et demi, 2 ans approximativement, et qui vont varier. Ensuite de ça, pour ce qui est des expositions itinérantes, c'est une exposition temporaire ici, mais qui ensuite va se promener à différents endroits, un peu partout, généralement au Québec, dans différentes régions du Québec, comme l'exposition sur le port, qui s'est promenée dans plusieurs municipalités au Québec. Et sur le plan des activités, le musée tente de toucher différentes clientèles afin d'animer le milieu, que ce soit des conférences, que ce soit des ateliers. Donc, ce qui relie l'ensemble de ces activités dans un tout, c'est toujours notre thématique. Donc, tout ça doit être soit relié à l'agriculture et ou à l'alimentation, tout comme nos expositions. Sur le plan de la conservation, le musée a la responsabilité, de protéger et de conserver certains des artefacts du collège, mais aussi beaucoup des artefacts qui retracent l'histoire de l'agriculture et de l'alimentation au Québec. Sur le plan des archives, vous cherchez des informations sur l'histoire d'une municipalité ou de personnages issus de la Côte-du-Sud. Vous souhaitez découvrir davantage d'informations sur votre généalogie. Les membres de l'équipe se feront un plaisir de vous accueillir et de répondre à toutes vos questions. Le renouvellement de la mission du musée, mais aussi son repositionnement, a permis un redéploiement important sur l'ensemble du territoire de la province. Désormais, de plus en plus, le musée est reconnu pour son expertise, travaille avec des partenaires muséaux, mais aussi de d'autres horizons, afin de donner des informations, de procurer des images ou des objets relatifs à la mission de l'agriculture et de l'alimentation au Québec. Tout au long de l'année, le musée vous attend afin de participer à nos activités, découvrir nos expositions ou venir nous donner un coup de main afin de réaliser notre mission. Les activités, les expositions, tout ça a un seul but, vous faire profiter le plus possible de cette institution qu'est le musée et de vous revoir le plus souvent possible.
Mon nom est François Landry. Je suis le directeur général de l'École de musique et de danse des Trois-Maisons, située à La Pocatière. Nous offrons à l'École des Trois-Maisons des cours de musique et de danse à la population de toute la région, avec nos 3 points de service situés à Saint-Pascal, La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli. Nous avons une équipe de 20 employés spécialisés dans chacun leur domaine d'activité, donc chacun leur instrument de musique et chacun leur style de danse, et nous offrons des cours à plus de 400 élèves à chaque année. L'École des Trois-Maisons est reconnue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, ce qui signifie que nous avons des exigences en termes de qualité de formation et de qualification au niveau de notre personnel enseignant. Les enseignants sont qualifiés, ont des diplômes universitaires dans chacun de leurs disciplines, que ce soit l'enseignement du violoncelle, du piano, du violon, de la flûte traversière, etc. Même chose du côté de la danse, avec les cours de ballet, les cours de multidanse ainsi que les cours de hip-hop. Les élèves à l'École des Trois-Maisons ont l'occasion d'effectuer plusieurs prestations publiques. Donc, on parle des récitals de classe qui se produisent ici même dans la chapelle du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Mais nous avons aussi des événements à la salle André-Gagnon de la Pocatière, entre autres. Donc, nous avons le grand concert des Trois-Maisons, où est-ce que tous les élèves de l'école ont l'occasion de participer à cet événement. L'objectif de cet événement est de rassembler les élèves en groupe pour faire de la musique d'ensemble. Même chose du côté de la danse. Donc, nous avons notre grand spectacle de danse de fin d'année qui a lieu à la salle André-Gagnon. De plus, nos différents ensembles, comme l'orchestre de chambre ou bien le stage band, ont l'occasion de participer à différents concerts et concours tout au long de l'année. Depuis plusieurs années, l'École développe différents projets que l'on qualifie de projets innovants. Nous avons le projet Notes et Bougeottes et nous avons également le projet Musique Thérapie. Ce sont des projets qui font un lien entre le domaine artistique et le milieu de la santé. On parle du projet Notes et Bougeottes qui a comme objectif de développer le langage chez les enfants de 3 à 5 ans grâce à l'utilisation de la musique. Le projet Musique Thérapie qui a comme objectif d'offrir aux aînés de la région des activités de musique adaptées pour les différents types de clientèle, qui soient autonomes, semi-autonomes ou en perte d'autonomie. C'est un projet qui existe depuis plus de 8 ans et qui nous a permis d'offrir gratuitement à la population de la région plus de 800 activités d'1 heure sur tout le territoire du Kamouraska, de Montmagny et de Lillet. Grâce à une belle collaboration avec l'équipe du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, nous offrons depuis 5 ans un programme Musique-Études qui consiste à offrir une formation de haut niveau aux élèves qui étudient au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. C'est une formation qui consiste à 6 heures de musique par semaine. Donc, on a 1 heure de formation individuelle par semaine, plus 5 heures qui comprend des formations en solfège, en théorie, en dictée, en histoire de la musique, en musique d'ensemble et en chant choral. Nous avons également le plaisir d'offrir le cours de danse aux élèves qui suivent la formation Concentration danse, ici même au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il s'agit d'une formation de 4 heures par semaine où les élèves ont l'occasion d'apprendre différents styles de danse, de participer à différentes prestations publiques ainsi qu'à différents concours. En offrant une formation de qualité, l'École des Trois-Maisons permet d'améliorer la qualité de vie des gens d'ici et a par conséquent un impact sur la rétention du personnel qualifié des différentes entreprises de la région. Bienvenue à l'École de musique et de danse des Trois-Maisons. Vous venez de visionner la capsule de l'École des Trois-Maisons et pour poursuivre, je reçois son directeur général, M. François Landry. Bonjour. Bonjour. François, dites-nous, depuis combien d'années vous êtes au service de l'École des Trois-Maisons? Je suis à ma 11e année maintenant. 11e année à la direction générale. À la direction. Et est-ce que vous étiez enseignant auparavant? Non. Non plus? Non, je travaillais ailleurs. J'enseignais à Rivière-du-Loup, à l'École de musique de Rivière-du-Loup. J'enseignais à la commission scolaire aussi. Puis le poste s'est ouvert et puis j'ai appliqué, puis j'ai eu le travail. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à devenir directeur général, justement, d'une école de musique et de danse? J'étais dans le milieu de la musique d'abord, donc qui m'a amené à être enseignant, mais j'avais un intérêt marqué pour l'administration, pour la gestion. J'avais commencé des études en administration à ce moment-là. Et puis, quand le poste s'est ouvert, j'ai tenté ma chance, puis
Puis ça fait 11 ans que je suis là. Et au fil du temps, l'école a évolué. Donc, il y a de la musique, mais il y a également de la danse. Il y a également de la danse. L'école, en fait, existe depuis 1995. C'était anciennement l'école de musique du collège, qui est restée une école de musique. Puis depuis 8 ans, on offre également des cours de danse à la population de toute la région. Et qu'est-ce que ça prend comme qualité quand on est enseignant dans une école de musique et de danse? Faut avoir de la vision, en fait. Il faut savoir où s'en aller avec une organisation comme celle-là. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, ça prend, je pense, de bonne écoute. On a beaucoup de personnel. Nous, on est 20 employés chez nous. Ça prend de l'écoute. Faut écouter les clients, il faut écouter les employés pour savoir c'est quoi les besoins, c'est quoi les intérêts, puis pour répondre à leurs besoins. Là. Vous parlez de besoins et d'intérêts de la clientèle notamment. Qu'est-ce qui a changé, vous diriez, au cours des 10 dernières années là, dans ce monde-là de musique et de danse? Eh mon Dieu, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, ça remonte un peu plus loin. Si on remonte à des années 80, même 70, à l'époque, c'était les sœurs qui enseignaient la musique. Là, hein? Puis tu commençais la musique, c'était la musique classique. Tu devais faire ce qui était là. Même chose en danse, c'était le ballet classique et tout ça. Donc, c'était des structures qui étaient répétées d'année en année, qui étaient instaurées. Depuis le début des années 2000, est arrivé les émissions de variété, les concours comme Star Academy, entre autres. Ça a changé la donne complètement. Ah oui, pas vrai? Ah oui, parce que les jeunes... les jeunes ont beaucoup d'intérêt pour le spectacle. Le spectacle, exactement. Donc, passer 10 ans à apprendre un instrument avant de faire un spectacle, ça les démotive un peu. Mais ça prend de la discipline, par contre, c'est difficile. Ça prend énormément de discipline. Puis nous, on a un petit peu trouvé un moyen pour répondre à ce besoin-là. Ah oui? Ce qu'on a mis en place, c'est le Grand Concert, qui est un concert à chaque année où est-ce on jumelle les élèves en groupe et puis ils font de la musique d'ensemble. Donc là, ils ont l'occasion, même s'ils sont relativement débutants, ils jouent chacun des partitions relativement simples, mais tous ensemble, ça arrive à donner un résultat qui est grandiose. Donc, on leur donne une belle opportunité à ce moment-là. Donc, j'imagine que la satisfaction dans les yeux des élèves et des enseignants, ça se voit aussi, là. Oui, absolument. Oui, ça a vraiment répondu aux besoins, un besoin pour les élèves et pour les enseignants. Et on voit aussi qu'à travers le temps, l'École de musique a développé des projets innovants, Notes et bougeottes, le programme de musique thérapie, également musique-études avec le collège. Donc, on voit qu'il y a un aspect intergénérationnel ou multi-clientèle. Est-ce que c'était quelque chose qui était dans votre vision, justement? Absolument. C'est sûr et certain qu'on voulait développer le plus large clientèle possible. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une attirance entre le mélange entre les arts et le milieu de la santé. C'était toujours quelque chose qui m'a interpellé quand on a démarré le projet Musique Thérapie, entre autres, où on fait des ateliers de musique adaptés pour les personnes âgées. On est arrivé dans un créneau que peu de personnes faisaient finalement, puis on a développé une expertise qui est vraiment unique. Et puis, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours interpellé, puis qui fonctionne super bien encore aujourd'hui. Même chose pour les ateliers de Notes et bougeottes, où est-ce qu'on fait on arrive à développer le langage et les habiletés sociales des enfants de 3 à 5 ans avec des activités musicales, des activités d'éveil musical. Ça vous a même valu un prix. Absolument, oui, absolument. Le prix ambassadeur, dans le fond, pour le projet Notes et bougeottes. Oui. Parce que vous travaillez avec le milieu. On travaille avec le milieu. Puis c'est la particularité de ces projets-là, parce que nos partenaires, c'est le réseau de la santé, c'est la Table Cosmos, c'est les garderies, c'est les écoles. Pour une organisation culturelle comme la nôtre, c'est un peu... ça arrive pas souvent, là, finalement, de faire des types de partenariats comme celle-là. Puis moi, je trouve que c'est l'ouverture de l'école face aux besoins du milieu et à différents partenariats qui crée le succès, finalement. Et ça doit être quelque chose de motivant aussi quand on est à la tête de cette organisation-là, de voir justement que le milieu est ouvert à faire des partenariats dans ce genre-là. Le milieu du Kamouraska est particulièrement très ouvert. J'ai été très, très surpris au départ quand je suis arrivé ici, parce que je ne suis pas natif du Kamouraska. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai vu cette ouverture-là que les gens ont à vouloir faire des collaborations, à vouloir bâtir des choses de nouveau. Comme par exemple le projet Notes et bougeottes. Ce n'est même pas une initiative qui vient de nous, c'est une initiative qui vient de la Table Cosmos, qui avait vu une entrevue par un chercheur qui s'appelle Jonathan Bolduc de l'Université Laval, qui faisait des recherches entre la musique puis le bien-être du développement des jeunes, entre autres. Puis on dit, nous, on veut faire ça, on appelle l'école de musique, on fait un projet avec eux. Puis ça c'est la beauté du milieu. Effectivement, puis c'est au-delà d'un projet, c'est vraiment une structure, un programme organisé, là. Oui,
Oui, absolument. Au départ, c'était un projet. On a démarré ça comme un projet pilote. Mais on s'est vu que ça fonctionnait. On va chercher du financement. Ça continue à fonctionner. Donc, on continue. D'ailleurs, on est dans un nouveau projet cette année-là. Donc, c'est très motivant. J'imagine également travailler au sein de l'École de musique et danse des Trois-Maisons. Donc, pour l'occasion, on fera dans quelques instants l'entrevue inversée. Merci. Donc, M. Landry, l'objectif de l'entrevue inversée, c'est de me convaincre d'aller travailler pour vous en tant que chercheur d'emploi, disons-le comme ça. Donc, quelle est la plus grande force que vous avez, l'École des Trois-Maisons, comme employeur? On est une école hyper dynamique. On a au-dessus de 400 élèves, au-delà de 400 élèves à chaque année en musique et en danse qui proviennent de la région. Donc, on est une organisation qui a un impact, je dirais, sur la qualité de vie des gens d'ici. Je pense que c'est quelque chose qui est important. On est une super belle équipe. On est 20 employés, des personnes qui sont qualifiées, compétentes. On travaille avec le ministère de la Culture, donc on a des exigences au niveau de la qualité de la formation qu'on envoie. Au niveau des programmes de formation aussi, on travaille avec l'Université Laval, la Faculté de musique de l'Université Laval, qui encadre tous nos programmes de formation. Donc, au niveau de la qualité et de l'implication dans le milieu aussi, je pourrais dire, avec les projets, justement, Notes et Bougeottes et Musique Thérapie, on est beaucoup impliqué dans le milieu et une école qui est très ouverte, je pense. Et je voyais aussi sur votre site Internet que vous travaillez aussi avec le Collège Sainte-Anne-de-la-Pacatière. Absolument. Le Collège est un partenaire majeur de l'École des Trois-Maisons. On a mis en place un programme musique-études, qui est un programme de haut niveau, qui est unique dans la région aussi. Donc, on ne trouve pas de programme similaire là, entre Lévis et Rimouski. Là, c'est vraiment unique dans la région. Et puis, c'est un programme de 6 heures de musique par semaine qui comprend une formation individuelle, mais théorie, solfège, dictée, histoire de la musique, musique d'ensemble et tout ça qui est chapeauté par la Faculté de musique de l'Université Laval. Donc, en tant qu'enseignant, là, qu'est-ce que je devrais avoir comme qualité pour pouvoir enseigner aux élèves? Mon Dieu, une qualification d'abord. Hein, ça prend des enseignants qui sont formés, qui ont une formation. Ça, c'est sûr et certain. Après ça, moi, je pense que c'est de l'ouverture. Hein, répondre aux besoins, aux attentes des élèves. On n'est plus comme dans les années 50 où est-ce que la formation est extrêmement rigide. Donc, on a des élèves qui qui arrivent puis qui ont des attentes particulières, ils ont des besoins particuliers. Et puis, on essaie, dans la mesure du possible, de répondre à leurs attentes. Bien, merci beaucoup, M. Landry. Merci. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues.